Un de mes très bons amis est a été un très grand chirurgien. Et dans une discussion que l'on avait sur ces problèmes de la technique, les progrès de la technique, et on lui a dit, mais enfin, voyons, vous qui êtes un grand chirurgien, vous savez bien tous les progrès de la technique chirurgicale, etc. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et il a dit, bien entendu, je connais très bien les progrès de la technique médicale, mais est-ce que vous vous posez la question? Nous pouvons, par exemple, remplacer un cœur, remplacer un foie, remplacer des reins. Mais d'où viennent ces reins, ce cœur, ces poumons? D'où viennent-ils? Il faut qu'ils soient sains, il faut qu'ils soient en bon état et pas atteints d'une maladie. Il faut qu'ils soient frais. Alors il n'y a qu'une véritable source, ce sont les accidents d'automobile. Alors si vous voulez multiplier ces opérations, il faut multiplier les accidents d'automobile. Si vous voulez diminuer les accidents d'automobile, vous diminuerez les remplacements de ces opérations magnifiques. Alors, évidemment, tout le monde a été un peu étonné, un peu choqué. Mais avec son humour, il posait une vraie question. Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi? Ah, vous êtes libre de manger des bonnes choses. C'est vrai. Si vous avez l'argent. Vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez, la technique vous permet d'être libre. Vous avez des images qui viennent du monde entier. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, vous avez un univers libre devant vous. Je pense à un petit fait. L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors je dis, est-ce que vraiment l'auto est un moyen de libération? Sinon, absolument pas une seconde réfléchie qu'ils sont en définitive rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent, et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple, un barrage électrique qui craque. Bon. Qui est responsable? Il y a les géologues qui ont fait l'étude du terrain, il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage, il y a les ouvriers qui ont construit le barrage, il y a les hommes d'État qui ont pris la décision
de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable? Personne. Il n'y a jamais de responsable, nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'homme libre. Ils sont tous insérés à un certain niveau du travail à faire, et puis c'est tout. Et je pense à cette excuse épouvantable qui a eu lieu. Pour moi, ça a été une des choses les plus épouvantables que j'ai entendues. Le gouverneur, à un moment, le directeur du camp de Belsen, pendant les procès d'Auschwitz, on lui a, procès de Nuremberg, au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé, mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres? Il a répondu, mais que voulez-vous? Les fours crématoires étaient insuffisants, je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres, ça me créait des difficultés extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'avais pas le temps de penser aux gens qui mouraient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le problème technique de mes fours crématoires. Là, nous sommes en présence de l'homme totalement irresponsable, qui n'a qu'une tâche technique à faire, et le reste ne l'intéresse pas. Oui, c'est en effet pour moi le drame le plus grand et notre plus grande culpabilité. Parce que nous sommes entrés dans ces sociétés en considérant que c'était des sauvages, que ce n'était presque pas des hommes. Nous n'avons pas pris au sérieux ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce qu'ils pensaient. Alors je prendrai deux aspects. D'abord, nous avons prétendu utiliser toutes les richesses de ces pays et les utiliser dans notre perspective industrielle principalement. Alors, on a détruit, par exemple, l'agriculture traditionnelle et on l'a remplacée par ce que l'on a appelé l'agriculture industrielle, les arachides pour faire de l'huile, le cacao, la canne à sucre, etc., etc. Bon. Et en même temps, on obligeait les membres de ces sociétés à obéir à ceux qui les avaient vaincus, parce qu'on ne pouvait y entrer qu'après les avoir vaincus. Et on finissait toujours par les vaincre parce qu'on avait des moyens techniques plus puissants. Ils ont détruit des choses qui étaient très fondamentales, sans lesquelles l'homme ne peut pas vivre. D'où vient-il? Quel est le sens de sa vie? Tous ces hommes, ils y avaient pensé, ils avaient trouvé une réponse. Nous n'avions pas le droit de détruire cette réponse. Alors, nous avons détruit ces structures sociales, nous avons détruit l'ensemble des croyances, c'est-à-dire au fond, de la compréhension qu'ils avaient du monde, de l'univers. Bien entendu, le sacré n'est pas toujours le même, mais l'homme a toujours respecté. Et lorsque une puissance détruisait ce que l'homme avait à un moment dans une société, à une époque, appelé le sacré, alors
l'homme vénérer, respecter cette nouvelle force qui avait manifesté qu'elle était plus forte. C'est-à-dire que c'était un sacré qui était plus sacré que l'autre. Et c'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique, ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, etc., eh bien l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. C'est ça qui est l'élément extrêmement grave. Alors, le sacré, autrefois, était toujours dans la nature, et maintenant la nature, elle est tout à fait désacralisée, et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré. Je pense à ce scandale chaque fois qu'il y a une manifestation dans les rues. Eh bien, ce qui scandalise vraiment les gens, c'est quand les manifestants brûlent une automobile. Alors ça, c'est la destruction d'un objet sacré, absolument. Ça, c'est un des éléments très, très, très fondamentaux, une des règles d'interprétation de la technique, absolument. Il faut toujours savoir que tout progrès technique se paie, que tout bonheur de l'homme se paye, et qu'il faut toujours se demander quel est le prix que l'on va payer. Il suffit par exemple de prendre, à l'inverse de ce que nous venons de dire maintenant, quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a dit mais les Allemands sont fous, ils ont tous été pour Hitler, ou presque. Bien sûr, Hitler a fait disparaître le chômage très rapidement, il a redonné aux marques toute sa valeur très rapidement, il a fait multiplier brusquement la croissance économique très rapidement. Comment voulez-vous qu'une population peu informée et qui voit ces miracles économiques se produire, comment voulez-vous qu'il soit contre? Il suffisait de se poser la question, quel est le prix? Qu'est-ce que l'on paye ou qu'est-ce que l'on va payer en échange de ce progrès économique, de cette amélioration du marque, de cette suppression du chômage, etc. Qu'est-ce que ça va coûter? Et on se serait alors rendu compte qu'effectivement, ça risquait de coûter très cher, ces réussites-là. Mais ça, c'est typique de notre société moderne. Alors que dans une société traditionnelle, eh bien, on pose toujours cette question-là. Toujours. C'est-à-dire, si je fais ceci qui perturbe, qui dérange l'ordre du monde, qu'est-ce que ça va coûter? Et la sagesse, ça ne se crée pas par une réflexion intellectuelle, mais c'était une lente transmission de génération en génération, une accumulation d'expériences, et puis c'était une relation avec le milieu naturel. La nature nous donnait des modèles de vie. Donc, il faut abandonner tout ça. Si on entre dans l'univers technique, on cesse de prendre la sagesse humaine traditionnelle au sérieux. De même, la technique nous oblige à aller de plus en plus vite. Et elle va remplacer la réflexion par le réflexe. La réflexion, c'est le fait que quand j'ai fait une expérience, je
réfléchit sur cette expérience. Et le réflexe, c'est savoir immédiatement ce qu'il faut faire dans telle circonstance sans réfléchir. Donc, la technique demande que l'on ne réfléchisse pas. Mais si dans une auto qui va à 160 à l'heure, vous réfléchissez, alors vous avez un accident. Il faut avoir des réflexes. Et tout ce que l'on demande dans la technique, c'est précisément ne réfléchissez pas, ayez des réflexes. Précisément à cause de l'efficacité, la technique est une augmentation de la puissance et aussi des risques. Puisque nous disions, on cherche l'efficacité, on ne regarde rien d'autre, donc on peut augmenter des risques. Et augmentation de la puissance, augmentation des risques, il faudrait que l'homme soit lui-même changé et assez maître de lui pour arriver à dominer cette puissance et peut-être à ne pas tout utiliser et d'autre part à éviter les risques. Il faudrait autrement dit que l'homme change vite pour utiliser bien, je ne dis pas efficacement, je dis bien la technique. Et il faudrait que se produise ce que le philosophe français Bergson, il y a bien longtemps, en 1930, avait dit, plus la puissance de l'homme augmentera, plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme, que son âme soit améliorée en quelque sorte. Mais si l'homme continue à n'avoir qu'une idée, c'est la puissance, et on lui donne les moyens de cette puissance, il va l'utiliser le plus rapidement possible, sans tenir aucun compte. La technique ne supporte pas qu'on la juge. C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral, sur ce qu'ils font. Et pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme. Or, je suis privé de ma plus haute liberté. C'est-à-dire que je peux faire, moi, tous les discours que je veux sur la technique, les techniciens, ça leur est complètement égal. Ils ne changeront rien à ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont décidé de faire et ce qu'ils sont conditionnés à faire. Car le technicien n'est pas libre, il est conditionné. Il est conditionné à la fois par son éducation, par les pratiques qu'il a, et puis par l'objectif à atteindre. Il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique, il fait ce que la technique exige. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit entier entre la liberté et la technique. Je crois que les techniques humaines naissent à partir du moment où on sent le malaise de l'homme. L'homme qui vit en ville, par exemple, dans un univers où rien n'est vivant, où la ville est faite avec de la pierre, du ciment, du béton, etc., l'homme ne peut pas être heureux là-dedans. Alors, il a des troubles au point de vue psychologique qui lui viennent essentiellement de ce milieu, également de la vitesse à laquelle il est obligé de s'adapter, alors que, ça nous le retrouverons
normalement, l'homme est fait pour vivre au temps de la nature. Et cet homme devient psychologiquement malade. Alors, pour répondre à cette maladie psychologique, eh bien, il y a des techniques humaines exactement comme des techniques médicales. Mais les techniques humaines ont pour but, effectivement, de permettre à l'homme de vivre dans un milieu qui est anormal. Ça, quand on fait de la plongée sous-marine, on a une combinaison, on a des bouteilles d'oxygène, etc., pour vivre dans un milieu anormal. Eh bien, les techniques humaines, c'est exactement la même chose. Je connais un très grand nombre de personnes qui aiment la publicité à la télévision parce que c'est très amusant. Bon. C'est un élément de distraction, c'est un élément de divertissement. Et l'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement, a besoin de changer d'idée. Et alors, le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que chez Pascal, quand Pascal emploie le mot divertissement, il veut dire que l'homme qui est orienté vers Dieu est détourné du chemin qui le mènerait à Dieu par un divertissement. Il s'amuse. Au lieu de penser à Dieu, il s'amuse. Bon. Chez nous, c'est au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique, notre métier, etc., nous cherchons un divertissement. On s'amuse. Et l'amusement, le divertissement est produit par des techniques, mais des techniques qui sont dictées par les techniques humaines. C'est parce que l'on connaît bien la psychologie de l'homme dans telle et telle condition, de l'homme qui travaille dans telle et telle condition, qu'on lui fournit le divertissement qui va servir de compensation, en définitive. L'époque des médias est en même temps l'époque de la solitude. Ça, c'est une des choses très importantes que soulignent les très jeunes. Les révoltes d'étudiants, ce que l'on a appelé, et c'est bien avant vous, les rebelles sans cause, qui se sont révoltés à Stockholm en 1953. C'est la première fois qu'il y a eu une révolte de jeunes sans cause. Ils avaient tout. Ils étaient très heureux. Ils vivaient dans une bonne société. Ils n'avaient besoin de rien. Et tout d'un coup, la nuit de la Saint-Sylvestre, ils se sont jetés dans les rues de Stockholm et ils ont tout cassé. On n'a rien compris. Parce qu'ils avaient besoin d'autre chose que de consommer, que de ce qu'offrait la technique. Quand l'homme perd la motivation profonde de sa vie, il peut y avoir deux choses. Rarement, il accepte que ce soit vrai, que ce soit comme ça. Et dans ce cas, il est tenté par le suicide. Ou bien, il va essayer de s'enfuir dans le divertissement, nous en avons parlé, ou bien il va être déprimé, dépressif, et il va prendre des remèdes. Alors, quand l'homme prend conscience, il vit ce que la plupart des hommes de notre Occident vivent, c'est-à-dire ils sont très déprimés et découragés. Alors ils préfèrent ne pas regarder la chose, ne pas regarder la question et continuer. On roule de plus en plus vite, on ne sait pas où on va, pourvu qu'on aille très vite. Nous sommes maintenant, avec le monde technique, dans une situation
qui change complètement cette situation de sujet. C'est-à-dire que l'homme du monde technicien est prêt à ne plus être un sujet en échange de facilité, de consommation, de sécurité, en échange de tout un ensemble de bien-être que lui apporte cette société. Et en y réfléchissant, je pensais à l'histoire dans la Bible de Ésaü et du plat de lentilles. Ésaü, qui a faim, est prêt à échanger la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu contre le plat de lentilles qu'on lui apporte. Eh bien, de la même façon, l'homme moderne est prêt à abandonner sa situation de sujet contre le plat de lentilles que lui donne la société technicienne. Seulement, de même que Ésaü a été trompé dans son échange, de la même façon, l'homme qui abandonne sa situation de sujet est également trompé dans la société technicienne. En effet, il cesse d'être un sujet au profit de mensonges, au profit de mensonges. Il ne voit pas que dans son choix, il est manipulé. C'est-à-dire qu'il est, transformé à l'intérieur par la publicité, par les médias, etc., etc. Compte tenu du fait que le manipulateur, celui qui crée la publicité ou celui qui crée la propagande, est lui aussi manipulé. Et que par conséquent, il n'y a pas un méchant qui est responsable, celui qui fait de la publicité et puis des pauvres gens. Non, nous sommes tous responsables en même temps. D'abord, je suis souvent, moi, très violemment critiqué, par exemple aux États-Unis, en disant ça, c'est parce qu'il est calviniste. Alors, calviniste, c'est être pessimiste, etc., etc., etc. L'ennui, c'est que je ne suis pas calviniste. Bon, ça, ils n'ont rien compris à ma théologie. Mais enfin, ça n'a pas d'importance. L'autre chose, c'est que vous comprenez que être pessimiste dans une société comme la nôtre, ça ne peut conduire qu'au suicide. Donc, il faut être optimiste. Il faut aller passer ses jours de congé au Disneyland. Alors là, on est optimiste quand on va au Disneyland et qu'on y trouve de quoi ne plus penser à rien. Autrement dit, l'accusation d'être pessimiste, c'est une accusation qui consiste à me dire vous empêchez les gens de dormir tranquilles. Laissez donc les choses marcher, ne vous en occupez pas, dormez tranquille, et puis ça marchera comme ça pourra. Je ne voudrais pas effectivement que mon discours soit trop pessimiste et soit trop fermé. Et je voudrais expliquer que l'homme étant encore un peu un homme, ayant encore des besoins humains, étant encore capable d'amour, étant encore capable de pitié, étant encore capable d'amitié. Bon. Eh bien, cet homme va... est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Prendre conscience de cette détermination
par la technique de cette suppression de ces obligations dans lesquelles il est engagé, de ces conditionnements techniques. S'il prend conscience, alors là commence pour lui la liberté. Parce que c'est lorsque nous prenons conscience de ce qui nous détermine que nous faisons le plus grand acte de liberté. À partir du moment où je suis capable de l'analyser comme j'analyserais un caillou, comme j'analyserais n'importe quel objet, où je peux l'analyser, où je peux percer ses orientations, à partir du moment où ce système technicien, j'arrive à démonter les enchaînements, eh bien, c'est là que commence ma liberté. Mais aussi, je sais que je suis déterminé par ce système technicien. Ce n'est donc pas en disant « moi je suis un sujet très fort et le système technicien n'a pas de prise sur moi », mais si, bien sûr, le système technicien, il a toutes les prises sur moi, je le sais bien, le simple fait que j'utilise le téléphone, etc., etc., j'utilise tout le temps des objets techniques. Nous sommes là en présence, donc, de nous demander de la question, est-ce qu'il y a vraiment un sens possible? Mais la recherche du sens ne peut pas être une affaire purement intellectuelle. La recherche du sens implique une mise en question radicale de la vie moderne. Pour retrouver un sens, il faut mettre en question ce qui n'a pas de sens. Or, nous sommes entourés d'objets qui sont actifs, qui sont efficaces, etc., mais qui n'ont pas de sens. Alors, autant une œuvre d'art a un sens, ou plusieurs sens, ou provoque chez moi un sentiment, une émotion, qui donne un sens à ma vie, autant le produit technique n'en a pas. Et d'autre part, nous sommes devant l'obligation de redécouvrir des vérités fondamentales que la technique efface, ou ce que l'on peut appeler des valeurs importantes, essentielles, pour que l'homme trouve que la vie vaut la peine d'être vécue. Autrement dit, c'est à partir du moment où je considère que la situation est vraiment dangereuse que je dois mettre en mouvement, bien plus que des techniques, mais toutes mes capacités intellectuelles, humaines, mes relations avec les autres, créer des mouvements, etc., etc. C'est-à-dire que c'est lorsque je pense qu'il y a le risque d'une fatalité, autrement dit, que les choses risquent de se développer comme un destin pour l'homme, et j'ai écrit que la technique finalement se développait comme une sorte de destin pour l'homme. C'est à ce moment-là que l'homme doit se révolter et refuser que ce soit un destin, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, nous retrouvons ce que l'humanité a toujours fait quand elle s'est trouvée en présence d'un destin. Il suffit de se rappeler de toutes les pièces de théâtre grecques où c'est en présence de la fatalité que l'homme se dresse en disant non, je veux aussi que l'humanité existe et je veux que la liberté existe. À ce moment-là, alors, il faut espérer non pas
remporter des victoires très rapides et il ne faut pas espérer que nous aurons une facilité dans le combat, mais il faut savoir que nous continuons à, je dirais, à remplir notre rôle d'homme. Mais en réalité, c'est une situation qui n'est pas insurmontable. Il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre. Ça, seulement alors, il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes. Il faut vouloir que l'homme continue finalement à être un homme. Cette lutte contre la fatalité technicienne, eh bien, nous l'avons menée dans des petites actions, mais il faut toujours que ce soit des groupes humains à grandeur humaine, où l'on se connaisse. Ça ne sera pas des grands mouvements de foule, ça ne sera pas d'immenses syndicats, ni d'immenses partis politiques qui arriveront à lutter contre ce développement. Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas très efficace, bien sûr. Si nous luttons contre des choses parce qu'elles sont trop efficaces, nous ne pouvons pas jouer à être plus efficaces. Ça ne sera pas immédiatement très efficace. Mais il faut espérer que l'homme ne meurt pas et se transmet de génération en génération des vérités.